Aujourd'hui, nous aborderons une des figures majeures de la pensée philosophique. Il s'agit de Simone de Beauvoir et de son œuvre intitulée Le deuxième sexe à teneur philosophique, riche de références littéraires, historiques, sociologiques, biologiques et médicales. Simone de Beauvoir, excluant tout déterminisme chez l'humain, s'intéresse donc autant à l'infériorisation de la femme en tant que fait qu'à ses causes, qui ne sauraient venir de quelque ordre naturel. Je cite Simone de Beauvoir, passage du chapitre intitulé Le point de vue du matérialisme historique, extrait de son œuvre Le deuxième sexe. La théorie du matérialisme historique a mis en lumière de très importantes vérités. L'humanité n'est pas une espèce animale, c'est une réalité historique. La société humaine est un antiphysis. Elle ne subit pas passivement la présence de la nature, elle la reprend à son compte. Cette reprise n'est pas une opération intérieure et subjective, elle s'effectue objectivement dans la praxis. Ainsi, la femme ne saurait être considérée simplement comme un organisme sexué. Parmi les données biologiques, seules ont une importance celles qui prennent dans l'action une valeur concrète. La conscience que la femme prend d'elle-même n'est pas définie par sa seule sexualité. Elle reflète une situation qui dépend de la structure économique de la société, structure qui traduit le degré de l'évolution technique auquel est parvenue l'humanité. On a vu que biologiquement les deux traits essentiels qui caractérisent la femme sont les suivants. Sa prise sur le monde est moins étendue que celle de l'homme, elle est plus étroitement asservie à l'espèce. Mais ces faits prennent une valeur tout à fait différente selon le contexte économique et social. Dans l'histoire humaine, la prise sur le monde ne se définit jamais par le corps nu. La main, avec son pouce préhensif, déjà se dépasse vers l'instrument qui multiplie son pouvoir. Dès les plus anciens documents de la préhistoire, l'homme nous apparaît toujours comme armé. Au temps où il s'agissait de brandir de lourdes massues, de tenir en échec les bêtes sauvages, la faiblesse physique de la femme constituait une infériorité flagrante. Il suffit que l'instrument réclame une force légèrement supérieure à celle dont la femme dispose pour qu'elle apparaisse comme radicalement impuissante. Mais il peut se faire au contraire que la technique annule la différence musculaire qui sépare l'homme de la femme. L'abondance ne crée de supériorité que dans la perspective d'un besoin. Il n'est pas mieux de trop avoir que d'avoir assez. Ainsi, le maniement d'un grand nombre de machines modernes n'exige qu'une partie des ressources viriles. Si le minimum nécessaire n'est pas supérieur aux capacités de la femme, elle devient dans le travail l'égal de l'homme. En fait, on peut commander aujourd'hui d'immenses déploiements d'énergie simplement en pressant un bouton. Quant aux servitudes de la maternité, elles prennent selon les mœurs une importance très variable. Elles sont accablantes si on impose à la femme de nombreuses préoccupations et si elle doit nourrir et élever les enfants sans secours, si elle procrée librement, si la société vient à son aide pendant la grossesse et s'occupe de l'enfant. Les charges maternelles sont légères et peuvent être facilement compensées dans le domaine du travail. C'est selon cette perspective que Engels, dans l'origine de la famille, retrace l'histoire de la femme. Cette histoire dépendrait essentiellement de celle des techniques. À l'âge de la pierre, quand la terre était commune à tous les membres du clan, le caractère rudimentaire de la bêche, de la houe primitive limitait les possibilités agricoles. Les forces féminines étaient à la mesure du travail exigé par l'exploitation des jardins. Dans cette division primitive du travail, les deux sexes constituent déjà en quelque sorte deux classes. Entre ces classes, il y a égalité. Tandis que l'homme chasse et pêche, la femme demeure au foyer. Mais les tâches domestiques embrassent un travail productif, fabrication des poteries, tissage, jardinage. Et par là, elle a un grand rôle dans la vie économique. Par la découverte du cuivre, de l'étain, du bronze, du fer, avec l'apparition de la charrue, l'agriculture étant son domaine, un travail intensif est exigé pour défricher les forêts, faire fructifier les champs. Alors l'homme recourt au service d'autres hommes qu'il réduit en esclavage. La propriété privée apparaît, maître des esclaves et de la terre, l'homme devient aussi propriétaire de la femme. C'est là la grande défaite historique du sexe féminin. Elle s'explique par le bouleversement survenu dans la division du travail par suite de l'invention des nouveaux instruments. La même cause qui avait assuré à la femme son autorité antérieure dans la maison, son confinement dans les travaux du ménage, cette même cause y assurait maintenant la prépondérance de l'homme. Le travail de ménage de la femme disparaissait dès lors à côté du travail productif de l'homme. Le second était tout, le premier une annexe insignifiante. Alors le droit paternel se substitue au droit maternel. La transmission du domaine se fait de père en fils et non plus de la femme à son clan. C'est l'apparition de la famille patriarcale fondée sur la propriété privée. Dans une telle famille, la femme est opprimée.
L'homme régnant en souverain se permet entre autres des caprices sexuels, il couche avec des esclaves ou des hétaïres, il est polygame. Dès que les mœurs rendent la réciprocité possible, la femme se venge par l'infidélité. Le mariage se complète naturellement par l'adultère. C'est la seule défense de la femme contre l'esclavage domestique où elle est tenue. L'oppression sociale qu'elle subit est la conséquence de son oppression économique. L'égalité ne peut se rétablir que lorsque les deux sexes auront des droits juridiquement égaux, mais cet affranchissement exige la rentrée de tout le sexe féminin dans l'industrie publique. La femme ne peut être émancipée que lorsqu'elle peut prendre part dans une grande mesure sociale à la production et n'est plus réclamée par le travail domestique que dans une mesure insignifiante. Et cela n'est devenu possible que dans la grande industrie moderne, qui non seulement admet sur une grande échelle le travail de la femme, mais encore l'exige formellement. Ce podcast a pris fin. Je vous remercie. N'oubliez pas de partager sur vos réseaux ce podcast. Abonnez-vous. Merci encore et à la prochaine vidéo.